Bienvenue au Congrès Télétravail 2021. C'est le premier événement professionnel dédié aux impacts du télétravail au sein des organisations publiques et privées. Et l'idée nous est venue donc, de créer ce congrès car le télétravail est devenu la norme pour plus d'un tiers des salariés français. C'est les résultats d'un institut de sondage Ipsos précisément qui a réalisé ce sondage en avril 2020. 61% des salariés français placés en télétravail télétravaillaient à distance pour la première fois contre 38% des salariés allemands et 37% des salariés britanniques. Alors même si le télétravail généralisé n'est pas un sujet d'actualité en soi, le développement du travail à distance en France implique de nombreux changements et des enjeux pour lesquels les organisations doivent trouver des réponses, et plutôt rapidement. Et alors, afin d'aborder différentes pratiques, de s'informer sur les usages qui existent, et pourquoi pas inspirer les sociétés en quête de solutions, les sociétés qui nous regardent, comme vous, c'est le but de ce premier congrès du télétravail, et pour cela, je vous donne rendez-vous aujourd'hui et demain, ici à Lyon, et en live streaming, donc les 22 et 23 juin. C'est l'occasion de faire le point ensemble et d'évoquer des pistes concrètes à la mise en place optimisée du télétravail. Première conférence avec 3 invités sur le plateau et un invité à distance qui téléparticipe. Le télétravail dans l'ère post-Covid, un moyen pour faire grandir les entreprises. C'est la question qu'on se pose. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du site. Et sur le plateau, pour évoquer la question, nous avons Emmanuel Baudouin. Vous êtes professeur associé à l'Institut des Mines Télécom Business School, mais ce n'est pas tout. Vous êtes également directeur du Master 2 Management Digital des ressources humaines, option gestion de crise, et directeur du HRM Digital Lab. C'est quoi le HRM ? Alors, bonjour. Bonjour. Le HRM Digital Lab, c'est le lab d'études de la transformation numérique des ressources humaines, du management des ressources humaines à Institut Mines Télécom Business School. Parfait. Blaise Horteux, que je devrais voir apparaître très certainement. Et... Je suis là. Non, Blaise Horteux. Oui. Blaise est là, d'accord, mais voilà. Voilà, je vous vois quand même. Bonjour Blaise, vous êtes associé fondateur de la Place de l'Immobilier, représentant de Tech in France qui rassemble 400 entreprises, start-up, PME. C'est ça ? Oui, absolument, oui. Parfait, bienvenue, merci d'être avec nous. Jean Pouly, vous êtes expert en économie numérique à l'Université de Lyon. Et François Fourier, vous êtes le directeur marketing d'Edenred France. Alors Edenred, on ne connaît peut-être pas le nom, mais on connaît tous le fameux titre restaurant. Le ticket restaurant, ce n'est pas le titre, je suis un petit peu en avance. Le ticket restaurant et le chèque cadeau qu'on distribue aux entreprises, notamment pour la période de Noël. Alors ce ticket restaurant, on le connaissait sous forme papier, et puis désormais, mais j'en ai plein dans les mains en fait, c'est devenu ça. On accède avec une carte ou une application mobile. Il est mort le ticket papier ? Pas encore, mais il se prépare à une fin de vie. Ok, c'est sa vocation. J'aimerais bien qu'on essaie de définir tous les 4. Blaise, n'hésitez pas, vous êtes à distance, mais prenez la parole, arrachez-la si besoin. J'aimerais bien qu'on essaie de définir ensemble qu'est-ce que c'est que faire grandir les entreprises. Pour vous, Emmanuel Baudouin, lorsqu'on a préparé ce congrès, vous me disiez que faire grandir, c'était replacer le salarié au centre. Oui, effectivement, pour les équipes du HRM Digital Lab et les étudiants du Master 2 Management Digital des ressources humaines, faire grandir l'entreprise. Nous, on a un prisme qui est focalisé sur les salariés de l'entreprise, et donc c'est replacer l'humain au cœur des dynamiques de l'entreprise vers ce qu'on a appelé, alors c'est pas très, vous nous en excuserez, pardon, c'est pas très sexy, mais ce qu'on appelle le management incarné. QVT, donc qualité de vie au travail. Et ça signifie 3 choses. La première, c'est de revenir aux fondamentaux du management des ressources humaines en fixant un cadre de travail collectif et en reprenant, les entreprises ont une raison d'être, ont des valeurs qui parfois sont véhiculées dans le management d'équipe, parfois pas. Donc c'est revenir sur ces fondamentaux-là en disant bon, nous on est une entreprise utile. Qu'est-ce que ça veut dire d'être utile dans le management d'équipe au niveau des collaborateurs? Le deuxième point sur ce management incarné QVT, c'est la mise
au centre de la qualité de vie de travail dans les pratiques de management d'équipe. Et le troisième élément, c'est la création de vrais parcours de management d'équipe. Il y a quelques entreprises qui ont pris cette direction-là, qui se sont dit, le management d'équipe, c'est un vrai métier. Ce n'est pas parce qu'on a été bon dans son métier qu'on sera nécessairement un bon manager d'équipe. Créons des vraies filières de management d'équipe. Vous êtes d'accord avec ça? Jean Pouly, François Fourier? Faire grandir, c'est quoi? Blaise Heurteux? Moi, je fais un parallèle. La notion de faire grandir, elle me fait beaucoup penser à l'éducation en fait, des enfants. Ouais. Et finalement, Vous comparez l'entreprise à une famille, alors, un petit peu? Pas tout à fait, mais disons que le passage en tout télétravail enlève un levier managérial assez répandu, je pense, en particulier en France, qui est le contrôle. Le contrôle de la présence sur site. Et donc, à partir du moment où je vois que mon salarié est sur site entre 9h et 18h, je me dis qu'il travaille. Le manager, le jour où ses équipes passent en télétravail, perd ce levier-là. Et donc, ça l'oblige quelque part à faire confiance un peu plus, à davantage manager par les objectifs et à donner les outils sans forcément contrôler au quotidien la présence et l'attention au travail. Et donc, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec l'éducation des enfants. Ouais. Pour autant, vous m'avez dit lors de la préparation que vous ne croyez pas du tout le discours des gens qui disent qu'on va aller que vers du télétravail. Ce que j'ai dit, c'est que je pense que ça peut s'appliquer dans certains secteurs économiques ou à certaines fonctions, mais que la plupart des secteurs économiques et des fonctions vont aller vers, en tout cas celles qui peuvent être télétravaillées, vont aller vers un certain équilibre entre la présence sur site et le télétravail, parce que l'entreprise a besoin de créer de la culture, du lien social, et que le manager a besoin de la présence pour gérer l'humain aussi. Jean Pouly. Moi, je voulais rebondir sur faire grandir, parce que c'est vrai que je dirais la même chose que vous. Je rajouterais que faire grandir, c'est aussi justement rajouter de la qualité de vie. Parce qu'en fait, le télétravail, depuis toujours, a été pratiqué pour la qualité de vie. Les salariés le demandaient. Je pense que cette crise a permis aux employeurs de se rendre compte que ça nuisait pas au développement de l'entreprise si c'était équilibré, effectivement. Et peut-être faire grandir aussi, on n'y pense pas, mais moi j'y pense avec le fait aussi de pouvoir recruter des gens qui ne sont pas forcément proches. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, comme on peut travailler à distance, faire grandir l'entreprise, c'est aussi lui permettre de s'étendre géographiquement, de permettre à des salariés de changer de vie. Et on l'a vu dans ces derniers mois. Alors là aussi avec toutes les précautions, parce que si l'entreprise n'est pas une famille, c'est pareil, la famille elle peut se disloquer. Elle peut se disloquer. Donc là aussi, comment garder l'esprit de famille, comment garder l'esprit d'entreprise. Je dirais que peut-être sur faire grandir, je dirais que c'est une occasion de repenser la qualité de la présence, puisque la distance va s'imposer dans le quotidien, le télé à distance. Donc c'est une super occasion pour moi, faire grandir, de repenser la qualité de nos présences, parce que être présent juste pour être devant son ordinateur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça a du sens. Blaise Heurteux, alors vous, c'est rigolo, avant l'ère Covid, vous étiez très réticent au télétravail, et vous dites vous êtes un peu déniaisé sur la question, grâce, si je peux dire, au Covid, et vous avez gagné notamment sur la notion de confiance. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ouais. Absolument. Alors, quand vous parlez de faire grandir, moi j'ai eu l'impression vraiment de grandir dans ma façon de manager les gens. Ouais. Clairement, notre expérience est assez simple. On avait fait un sondage pré-Covid sur le télétravail, parce que c'est vrai que certains collaborateurs nous le demandaient. Et on s'est aperçu qu'à l'époque, il y avait 50% des gens qui demandaient une journée toutes les 2 semaines. Et on a fait le même sondage en avril 2020, donc juste avant la sortie du premier confinement. Et on a eu 100% des collaborateurs qui demandaient entre 2 et 5 jours de télétravail par semaine. Et là, on a compris qu'il y avait un truc qui s'était passé. Et ce truc qui s'est passé, on s'est dit, on ne peut pas aller contre. l'ignorer. Donc, on est obligé de vivre avec. À partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qui est le mieux? Et c'est là où, d'abord, on a appris à faire confiance. C'est comme ça que moi, j'ai grandi. J'étais dans le type de management avec des gens sur place. Je me suis aperçu que les gens travaillaient très bien, voire mieux, en étant à la maison. Donc, ça, déjà, ça déstabilise. Et puis, 2, à partir du moment où on se dit quelle est la meilleure façon de travailler, on se dit pourquoi le salarié est le plus efficace chez nous, pourquoi il est le plus efficace au bureau. Quand
une expérience pour nous qui nous a fait grandir. Ça suppose aussi un taux d'occupation des locaux qui est moindre. Est-ce que ça fait des patrons, enfin de vous par exemple, des patrons heureux de ne pas voir ses salariés? Si le salarié est content, pour autant, est-ce que vous, ça vous satisfait? Alors, en tant que chef d'entreprise, ça nous satisfait parce qu'en fait, l'immobilier devient un outil RH, un outil financier, un outil commercial, puisqu'en fait, on a le choix entre différents modes d'organisation. Donc, là où l'immobilier était immuable et on était obligé d'entrer dans une 369 ou dans une propriété et qu'on restait dans les mêmes locaux, là, on a vraiment le choix. Donc, typiquement, si je veux privilégier les RH, j'écouterai mes salariés et je mettrai une bonne dose de télétravail. Si je veux écouter mon directeur financier, je mettrai une bonne dose de télétravail pour ça va diminuer les coûts immobiliers. Si je veux avoir une politique commerciale et marketing, je choisirai un beau siège social et j'aurai une belle adresse. Donc c'est vrai que ça nous donne des moyens supplémentaires. Et deuxième chose, en regardant du côté social, pour répondre à votre question, on s'est aperçu que, en fait, 90% de nos salariés, parce que évidemment, quand vous mettez une organisation, nous on est passé depuis le 2 septembre, on est passé dans un schéma de télétravail comme référentiel. Et on vient au bureau parce qu'on a une raison d'y aller. Ça fait à peu près, alors si je dois quantifier, 2 jours au travail et 3 jours à la maison. Et dans ce mode d'organisation, on s'est aperçu que 90% des salariés étaient heureux dans ce mode d'organisation. Et effectivement, on a un taux de satisfaction qui est très grand. Alors, il y a d'autres inconvénients, on pourra en reparler, mais globalement, oui, on est content parce que nos salariés sont contents. Jean Pouly, je vous vois opiner du chef, vous êtes d'accord? Vous, de manière, vous allez peut-être pouvoir nous faire un retour d'expérience supplémentaire, de manière totalement fortuite, on vous a demandé d'accompagner durant toute l'année 2020 6 entreprises. C'est le MEDEF et l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail, qui vous a demandé de faire ça. Dans quel but, avec quel objectif est-ce que vous avez fait ça et surtout quels ont été les résultats? Oui, alors c'était effectivement tout à fait fortuit et c'était en fait incroyable on a démarré le projet le 20 février et on va dire un mois après, tout le monde était en télétravail. Du coup, on n'imaginait pas du tout accompagner les entreprises de cette façon-là. L'idée, c'était de les accompagner pour qu'elles puissent ancrer dans la durée le télétravail et la qualité de vie. Donc déjà d'observer quelles étaient les modalités pour que le lien soit fait et pour que le télétravail augmente la qualité de vie au travail et la qualité de vie globale. Et donc on a fait une première mesure sortie du confinement, on a interviewé plus de 2000 salariés et puis là récemment, quasiment un an après, avec un télétravail plus régulier et surtout plus équilibré, et on commence à voir un peu les conditions. Alors il y a des conditions de base déjà, avoir un logement calme, pas avoir les enfants, enfin ce qu'on n'avait pas dans le premier confinement, mais ça. Alors quelles sont-elles ces conditions pour être très pédagogue, pour ceux qui nous regardent, conditions de base pour que son salarié soit heureux et efficace à la maison? Alors bon, la base c'est, on va dire tout ce qui est équipement, c'est un double écran, une bonne chaise, un bureau calme, voilà, une bonne connexion. Un bon casque pour les visios, voilà. Mais après, ça ne suffit pas parce que je pense que tout le reste, ça va être lié à l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire le management, la communication qu'on a avec ses collègues, l'organisation. Je pense aussi que c'est une question d'expérience. C'est un sport qui s'apprend, le télétravail. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je pratique ce sport. C'est pas au bout de 2 mois qu'on dit c'est bon. Voilà. En plus, c'est un sport collectif. C'est-à-dire qu'on ne télétravaille pas seul, on télétravaille avec son équipe. Donc ça veut dire qu'il faut s'ajuster avec les autres. Enfin, je pense qu'il y a une question d'équilibre et de tâches. Et moi, j'aime bien reprendre l'analyse d'Olivier Sibony, qui est un professeur à HEC, qui parle de tâches téléfragiles et télérobustes. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter avec son manager, au lieu de dire je veux télétravailler 1 jour par semaine, ou 2 jours, ou 3 jours, de mesurer ça objectivement et de se dire, voilà, dans mon poste, et on est tous différents, il y a des tâches où c'est vraiment robuste, envoyer des mails ou traiter un dossier, je peux le faire chez moi, au contraire, je serai peut-être plus efficace. Et puis en plus, je n'ai pas besoin de beaucoup d'interaction avec mes collègues. Donc je peux leur dire que voilà, sur une matinée, il ne me dérange pas. Et puis il y a des tâches qui sont vraiment fragiles, c'est-à-dire tout ce qui est nouveaux projets, créativité, où il y a beaucoup d'échanges informels. Et là, si on arrive à mesurer ça, on peut le faire objectivement. Moi, je l'ai fait avec ces entreprises. On a regardé les fiches de poste et je me souviens d'un patron qui, lui, se disait moi, dans mon entreprise, il n'y a même pas 3-4 personnes qui peuvent télétravailler.
il pensait au poste. Moi, je lui dis, mais concentrez-vous sur les tâches. Là, il s'est rendu compte qu'il y avait 35 personnes qui avaient des tâches télétravaillables. Et ensuite, chacun a fait son évaluation. Il y en a qui font un jour par semaine, d'autres un jour toutes les 2 semaines, d'autres 3 jours. Et j'en ai vu aussi se réguler. Des gens qui étaient partis sur 4-5 jours et qui sont revenus en arrière en disant « Oh là là, mais là, en fait, j'ai beaucoup de tâches fragiles, je vais revenir au bureau. » Et donc, du coup, je trouve que cette façon de voir son propre travail, d'abord responsabilise le salarié par rapport à ça, son manager, et après, c'est plus facile. J'ai l'impression que ça fait consensus, hein, que finalement, vous êtes tous un peu d'accord. La notion de tâches téléfragiles et télérobustes, elle est très intéressante. Et c'est vrai que moi, en tant que manager, ce n'est pas un axe que j'avais exploré, mais il est clair qu'il y a des sujets où on se dit tout de suite, non mais il faut que je rassemble les gens, parce qu'on a besoin du levier humain, parce que la créativité effectivement est davantage stimulée quand on est présent, quand on a des échanges informels. À l'inverse, effectivement, une tâche qui nécessite un travail de fond et une certaine isolation peut être mieux effectuée en télétravail. Et c'est vraiment mon expérience de manager, pour le coup. Je n'avais pas cet axe de lecture, mais ça fait écho direct à ce que je ressens au quotidien. Oui, c'est clair, ça met des noms, c'est ça que vous dites, ça met des noms sur des pressentiments, des choses que vous saviez, que vous sentiez, mais que vous n'expliquiez pas. Or là, on a défini. C'est ça, c'est l'ouverture à des nouvelles définitions? Alors, moi, ça donne des cases, mais après, c'est à chacun de définir. Oui. En réalité, alors, la fragilité ou la robustesse, elle est vachement objective. Relative, oui. Oui, relative et subjective aussi. Oui. C'est chacun. Enfin, je pense qu'on peut l'objectiver. Bon, après, et surtout, on peut l'expérimenter. Parce qu'il y a des choses qu'on va trouver robustes, et puis en fait, avec le fil du temps, on a l'impression. Et puis, donc, je pense que ça s'éprouve aussi dans le temps. Mais surtout, moi, j'insiste sur le dialogue. Manager, ben voilà, parlez-en avec les équipes. Est-ce que tu es plus efficace là? Retourner au bureau, c'est pas une punition, quoi. Non, mais j'ai un peu ressenti ça quand. Ah oui? Ouais. Notamment le premier confinement. Bon, là, j'avais entendu, on va siffler la fin de la récré. Ben non, c'était pas. Ah oui. Les gens, ils ont travaillé pendant. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut aussi faire de la pédagogie. D'abord, le télétravail, c'est basé sur le bivolontariat et c'est réversible. Donc voilà. Ça peut changer, rien n'est figé. Voilà, et donc retourner au bureau, ça peut être très bien. Mais moi, j'insiste sur la prise de conscience, la régulation, l'échange entre les équipes. C'est vraiment important. Dans cette phase où on apprend tous à télétravailler massivement, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que en fait, vous dites que ça s'éprouve dans le temps, mais est-ce qu'on a assez de recul pour l'instant pour observer? On est encore en recherche et développement. Tout le monde est encore en recherche et développement. Emmanuel Baudouin, vous me disiez alors que oui, le télétravail, c'est une base solide d'évolution pour les entreprises, mais que cette évolution, elle sera forcément polymorphe. Oui, monsieur parlait tout à l'heure du contrôle ou du lâcher-prise au niveau des équipes. En fait, même durant les périodes de confinement et de télétravail forcé, moi j'ai des exemples autour de moi d'équipes qui ont fonctionné en autonomie, qui ont passé des phases qui ont été compliquées parce qu'il a fallu apprendre à gérer la diversité. Pardonnez-moi de vous couper, vous pouvez un peu définir ces équipes, leur profil, combien ils étaient, le sexe, le secteur concerné? Secteur des tickets restaurants. Une équipe dans le domaine de l'IT, donc les équipes dans le domaine de l'IT, elles ont plutôt... Donc les technologies. Elles ont l'habitude de travailler à distance et avec une diversité d'outils numériques, où là l'autonomie a repris le pas sur l'ensemble. Et puis une entreprise dans le secteur de l'assurance, où c'était du command and control avant la crise. C'est toujours du command and control avec quelque chose qui est absolument hallucinant en termes de fichiers à remplir et de vérification dans la journée. Et encore aujourd'hui, c'est du command and control. Donc le télétravail a ouvert des frontières, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, et nous on le retrouve dans les chiffres, mais ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont passer sur un système de confiance. Voilà. Et pour donner quelques chiffres, effectivement, il y a une envie de différent aujourd'hui de la part des salariés. Alors j'en ai plusieurs, mais je vous ai juste vous en donner un. Quelques-uns, c'est intéressant. Sur une enquête qui a été conduite auprès de 534 salariés, alors ce n'est pas un échantillon représentatif, mais c'est un échantillon suffisamment diversifié pour avoir une idée de ce qui se passe dans différents secteurs. On a 40% des salariés, donc ça fait presque un salarié sur deux, qui se posent des questions sur le sens de son travail et qui seraient presque prêts à en changer. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on suit depuis un certain temps.
c'est tout ce qui est lié aux incivilités numériques. Alors, les incivilités numériques, c'est le fait de ne pas avoir de s'il vous plaît dans le mail, de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de bonjour, d'avoir la terre en terre qui est en copie. Il y avait, Et ça prend, ça? Alors, il y avait 23% des salariés qui étaient sensibles avant la crise, et aujourd'hui, on est monté à 56%. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des salariés aujourd'hui qui veulent avoir quelque chose de différent. Et pour revenir sur la qualité de vie au travail, en fait, avec ma collègue Angelica Kishian, nous, on est preneurs du cadre de travail numérique. Oui. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Effectivement, c'était une des questions à évoquer. Blaise Horteux, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous entend? Oui, je suis là. Voilà. Avant d'évoquer ce cadre du travail numérique qui est passionnant, qu'on va évoquer un peu après, je voudrais savoir, avant tout, pour rester dans le cadre tel qu'on le connaît, on l'a un peu évoqué ensemble en préparant cette conférence, est-ce que tous ces changements ils peuvent être l'occasion d'abandonner le contrat de travail, d'envisager peut-être de payer un salarié à la tâche, enfin voilà, comment est-ce que ça nous pousse à réfléchir? En fait, si j'essaie de prendre un peu d'auteur, on a ouvert une porte, et cette porte du télétravail, elle est un grand pas vers l'individualisme. Et donc, la vraie question, c'est quelle est la part du collectif et des valeurs de l'entreprise. Et pourquoi je pose cette question? Parce que il y a des entreprises, par exemple, qui tournent autour de l'IA et qui sont, elles ont des ressources dans le monde entier et elles payent à la tâche. Et cette personne fait que du télétravail. Elle vient jamais à l'entreprise. Elle connaît pas les valeurs de l'entreprise. Elle partage pas le collectif. Et à l'inverse, quand on est toujours au bureau, on était complètement dans le collectif, en oubliant l'individuel. Et donc, le vrai juste milieu pour moi, et c'est ce qu'on disait, et c'est après des situations complexes, ça dépend des tâches, ça dépend des personnes, ça dépend des réunions, ça dépend de plein de choses, c'est de trouver le juste équilibre entre le plaisir individuel de pouvoir travailler de chez soi et l'appartenance à une famille qui est l'entreprise. Et dans cet équilibre-là, effectivement, il y a non seulement des réunions, et nous, on a fait toute une gestion dans Sprint, c'est-à-dire qu'on alloue de l'espace bureau, on laisse la disponibilité des salles de réunion, on a changé tous les bureaux, on n'est plus en poste individuel, on est en salle de réunion, on est en baby-foot, on est en grande table de salle à manger, pour que derrière, il y ait ce collectif et cette capacité à faire des réunions de co-création qui nécessitent d'être ensemble. Et puis, dans le cadre derrière, on laisse la liberté à l'individu de venir sur les autres jours à condition qu'il ne pollue pas les autres. Donc, c'est cet équilibre qu'on doit trouver. Et après, dans le contrat de travail, oui, soit je suis dans un contrat de prestation, soit je suis dans un contrat de travail. Mais si je suis dans un contrat de travail, effectivement, on a dû nous faire des aménagements un peu. On avait par exemple la réflexion sur est-ce que j'ai le droit de choisir où j'habite? Est-ce que j'ai le droit d'habiter très très loin du bureau? Ça dépend des postes, ça dépend de est-ce qu'on a besoin de t'avoir rapidement, et ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que j'ai le droit au ticket restaurant? A priori, si tu es chez toi, on va pas te payer tes pâtes et ton jambon. Voilà, c'est toutes ces questions-là, effectivement, qui dans le cadre du contrat de travail, de la façon de réguler la relation entre le salarié et l'entreprise, il faut réussir à trouver l'équilibre et faire en sorte que, quelque part, il y a un équilibre entre le collectif et l'individuel. Et ça, le contrat de travail le reflète pas mal aussi. C'est en recherche. Je reprends la parole pour vous la donner, François Foyer, sur le thème du ticket restaurant. Effectivement, c'est une question que je vous ai posée aussi. Est-ce que si demain tout le monde télétravaille, est-ce que vous allez continuer à exister et comment? Déjà, ce qu'on constate, c'est que passé le premier confinement où l'activité en France s'est pas mal arrêtée, nous, notre activité a bien repris et qu'on n'a pas à subir de baisse de volume, entre guillemets. Et pourtant, le télétravail s'est largement développé. Et donc, les entreprises continuent à fournir des tickets resto à leurs salariés, même en télétravail. Et en fait, la raison est simple, c'est que le ticket restaurant, c'est un outil pour l'entreprise d'accompagner la qualité de vie au travail et le bien-être du salarié, qu'il soit sur site et donc qu'il déjeune dans les environs de son bureau ou chez lui, et qu'il n'ait pas besoin d'aller justement faire la cuisine et qu'il puisse aller déjeuner près de chez lui ou se faire livrer, puisqu'aujourd'hui avec le ticket restaurant digital, vous pouvez l'utiliser pour vous faire livrer ou pour commander sur des plateformes. Et donc cet outil de flexibilité, c'est un outil additionnel pour le DRH pour accompagner la qualité du travail en réalité. Mais quand on parle de faire grandir les entreprises, on peut élargir un tout petit peu notre raisonnement et se demander si tous les pans de l'économie, avec toutes les entreprises, sont concernés
par cette question? Parce qu'il y a des secteurs qui vont forcément être impactés avec le télétravail. Peut-être la restauration, peut-être la mobilité, le secteur de la mobilité. Là aussi, on en parle on peut en parler avec Edenred. Ouais, alors effectivement, on a lancé juste avant le Covid un produit qui s'appelle le ticket mobilité, qui est en fait le ticket restaurant du déplacement domicile-travail, d'accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi LOM, la loi sur l'orientation des mobilités, qui a pour but final d'orienter davantage les gens vers des mobilités moins polluantes ou non polluantes pour leur déplacement. Et en fait, le Covid a bouleversé momentanément la manière dont les gens se déplacent, évidemment. Alors déjà, ça a beaucoup fait réduire les déplacements. Bien sûr. Et puis, on va pouvoir, dans les grandes métropoles, en fait, quand les gens retournent au bureau, ils ont davantage tendance à privilégier le vélo ou en tout cas des mobilités un peu plus douces pour éviter les transports en public, en particulier en période de Et peut-être Covid. pour s'apporter un peu de douceur aussi, parce que c'est pas forcément agréable de prendre les transports en commun à l'heure de pointe. C'est pas encore trop, c'est post-contexte sanitaire, une fois que vraiment la crise sanitaire sera vraiment derrière nous. Est-ce que les usages vont revenir à ce qu'ils étaient, c'est-à-dire très en fait voiture individuelle et transport public, ou est-ce que les gens ont pris goût à ces mobilités plus douces et vont continuer à les utiliser? Vous allez au travail comment, vous? Alors moi je suis en scooter parce que je vis à Paris et que le scooter reste c'est plus facile. Le moyen le plus rapide de se déplacer à Paris. Dans les entreprises que vous avez accompagnées, Jean Pouly, qu'est-ce que vous avez observé de ce côté-là? Ça dépend des entreprises, mais je pense à une qui est située à côté d'Annemasse où il y avait beaucoup de déplacements domicile-travail avec la frontière suisse et beaucoup de bouchons. Ouais. Et ça a vraiment changé la vie. Moi, j'ai conduit les enquêtes sur la qualité de vie. Il y avait 98% des gens qui voulaient continuer, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas idée comment ça peut changer la vie de certaines personnes. Il y a même des gens qui changent de boulot à cause de ça, on le sait. Hein. Bien sûr. Tout ce qu'on a dit sur, même votre enquête, des gens qui se posent des questions sur leur propre travail, le sens du travail. Donc je pense que ça a été un révélateur. Pour beaucoup, la confirmation qu'on pouvait travailler à distance, télé, c'est ça que ça veut dire. À distance, ça peut être de chez soi, d'un centre de coworking. C'est pas regarder la télé, comme certains peuvent le dire, certains managers qui n'ont pas forcément envie que les gens soient loin d'eux, en fait, cette question de confiance, quoi. Mais par contre, ça a été un révélateur aussi. Je voulais rebondir sur ce qui était dit avant par Blaise Heurteux. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça va reposer la question, effectivement, donc la présence, la qualité de qu'est-ce qu'on fait au boulot. Parce que moi, j'ai un manager d'une entreprise qui m'a dit, parce qu'il y a eu quand même du 100% télétravail pendant longtemps, hein, pour certaines personnes. Et cette question terrible, et je l'ai entendue plusieurs fois, mais un salarié à 100% télétravail, c'est quoi la différence par rapport à un prestataire? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on externalise le travail? Et ça, vous posiez la question tout à l'heure du travail sur les plateformes, etc. À un moment donné, si on ne trouve pas une valeur dans l'entreprise en tant que collectif, avec des êtres humains qui vivent ensemble, qui partagent des choses. Et qui ont le désir de vivre ensemble. Et voilà, on parle des valeurs de l'entreprise, alors après c'est un grand mot, mais s'il n'y a pas ça, effectivement, si c'est juste des tâches qui sont externalisées partout, à ce moment-là, effectivement, on a l'entreprise étendue et la gig economy, l'économie numérique de plateforme, qui va prendre le dessus. Mais je ne pense pas que ce soit forcément un modèle souhaitable, c'est-à-dire qu'on peut hybrider, hein, c'est le grand mot, présence, distance, et chacun doit repenser un équilibre, mais je reste convaincu que comme on repense la qualité de la présence, des valeurs de l'entreprise, c'est ça qui va faire grandir les entreprises. Les entreprises qui ont des valeurs, qui ont un sens collectif, elles vont grandir. Celles qui peut-être avaient déjà des problèmes, eh ben, elles vont avoir des problèmes parce que les gens maintenant vont avoir le choix aussi, hein, c'est ça. Et puis de s'opposer, de voir que ça a marché, malgré tout, ce défi de travailler à distance. Alors on ne peut plus l'opposer désormais aux salariés, puisque ça a été bénéfique, ça a fonctionné, ça a été opérationnel en tout cas. Comment est-ce qu'on améliore ça? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Emmanuel Baudouin, de ces qualités de vie au travail, avant de passer au cadre numérique, que j'aimerais bien qu'on aborde un peu. La question de sens, et sur la question de sens précisément, et des qualités de vie au travail. C'est la première partie du management incarné QVT. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe d'étudiants avec Angélica Kichian, qui est une ancienne manager d'équipe. L'entreprise... Donc, collaborateur, manager, en haut de la pyramide, c'est une pyramide ça, ou c'est juste un triangle? Alors, c'est un triangle. Et entreprise à gauche. C'est un triangle, et en fait, l'entreprise a comme valeur, c'est une entreprise dans le secteur du numérique, l'utilité pour ses clients.
Et on s'est posé la question de savoir, entre les trois parties, entre les managers, les collaborateurs de l'entreprise, quelle était l'utilité, et quelle était l'utilité du manager pour ses collaborateurs et quelle était l'utilité du collaborateur pour les managers, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel ou que ce soit en hybride. Alors juste pour vous donner un exemple, hein, il y a un élément d'utilité qui est assez simple, c'est le feedback. Vous pouvez reposer si vous voulez bien, voilà, pour qu'on voit votre visage. Vous êtes collaborateur, on vous donne des missions, on vous responsabilise, mais il faut qu'on vous donne les moyens de bien faire votre travail. C'est souvent le côté qu'on oublie quand on parle de responsabilité. Il ne faut pas en oublier que derrière, il faut accompagner les collaborateurs. Donc premier feedback, c'est est-ce que mon manager m'a donné les moyens de pouvoir être utile dans mon travail. Et de manière rétroactive, est-ce que le collaborateur peut donner un feedback au manager en disant oui, effectivement, tu m'as bien donné les moyens de donner le travail. Donc les entreprises ont des raisons d'être, elles ont souvent des valeurs, et un des enjeux, effectivement, aujourd'hui, c'est de les incarner dans les pratiques managériales. Alors, pour revenir au cadre de travail numérique. Cadre de travail Ça numérique. vous tient à cœur. Alors le cadre de travail numérique, c'est ni plus ni moins que de se dire on va fixer des règles de ce qui est autorisé, pas autorisé en termes d'utilisation du numérique dans l'entreprise. Alors ces règles-là, ça va de la visioconférence à l'utilisation de l'email en passant par les SMS. Alors je vais le faire très rapidement. Une autre entreprise, un grand cabinet de conseil, puisque vous voulez, grand cabinet de conseil dans le secteur du numérique, sur ce cadre numérique de travail, rappeler le temps de travail. Rappeler qu'il y a un temps de travail. Ça paraît bête, mais il y a un temps de travail. Ben oui, parce que comment est-ce qu'on fixe les horaires quand on est en télétravail? Est-ce qu'on fixe les horaires d'ailleurs? On ne sait pas. Ça fait partie justement des choses qu'on préconise et de redonner les... Tout à fait, oui, oui. Mais il y a quand même une chose qu'on oublie assez régulièrement, c'est que même quand on est cadre, même quand on a une convention de forfait, on a non seulement un droit à déconnexion, mais aussi on a un temps de travail derrière. Donc on n'est pas en travail en permanence. Voilà, donc c'est définir le temps de travail, c'est définir le type de missions qui sont données, c'est définir les règles d'utilisation des emails, voilà, c'est définir tous ces éléments-là qui font que ça va rendre le travail numérique plus flexible et moins lourd pour l'ensemble des... Mais finalement, est-ce que ce n'est pas juste l'occasion de remettre un peu d'ordre dans des pratiques qui étaient complètement, parfois, décadentes ? Avec des mails à 11h, minuit. Non, mais c'est devenu ça la réalité depuis l'utilisation du BlackBerry, donc dans les années 80. C'est ça, mais qui préexistait à la notion de télétravail, en fait, qui a été apportée par le numérique. Donc je pense que ce cadre de vie numérique, il a une pertinence même indépendamment du sujet du télétravail. En fait. Il en avait une déjà bien avant, parce que, alors ça c'est un élément aussi que je souhaitais mettre en avant, c'est que en fait, le télétravail aujourd'hui, la phase qu'on a connue, accélère un certain nombre de pratiques. En 2016, déjà, on avait mené une étude sur un échantillon de 1000 salariés représentatifs, et on s'était rendu compte qu'il y avait 45% des salariés, donc presque 1 sur 2, qui avaient déjà une expérience de télétravail, et ils étaient 46% à l'époque à indiquer que ça avait été une expérience qui avait été intéressante pour eux. Donc il y avait déjà des bases qui étaient préexistantes à tout ce qu'on est en train de connaître. Blaise. Oui, si je peux intervenir. Bien sûr. Là, on parle du numérique, mais ça va bien plus loin. Enfin, pour moi, suite à cette expérience de 6 mois, là, ça va bien plus loin parce qu'en fait, on a un vrai problème de maturité des salariés et d'éducation. Là, on parle de ne pas envoyer des mails tard ou de donner une rigueur et tout ça, mais ça va même dans les absences maladie. Un salarié qui est malade doit en informer l'entreprise, même s'il est à distance. Je fais des demandes d'absence parce que je suis censé être au bureau, parce que c'est mon jour où je dois être au bureau. Si je viens pas au bureau, il faut que je respecte une procédure pour demander à mon manager si je peux ne pas venir au bureau. On est dans cette logique où, en fait, le vrai problème pour moi, comme on est à distance, c'est qu'il faut que les salariés soient très matures et ça pose la question aussi des jeunes ou des gens qu'on intègre, parce qu'il faut une maturité à la fois numérique, mais à la fois comportementale pour que derrière, la cohésion et l'organisation du travail n'en pâtissent pas. Et ça, c'est une vraie question parce que derrière, ce que j'entends là sur la charte ou l'organisation numérique doit être bien plus large. On doit être même dans une organisation process,
comportement, qu'est-ce que je dois faire, enfin voilà, donc il y a une certaine rigueur à avoir et une maturité. À la limite, nous, dans notre conception, on essaie de responsabiliser les gens pour qu'ils aient ce réflexe en tant que tel et qu'on le réglemente pas, qu'on ne mette pas des règles ou des process parce que ça deviendrait très lourd. Donc on essaye de former les gens pour qu'ils soient matures pour pouvoir eux-mêmes penser en collectif à distance. Et ça, je veux vous dire, c'est quasiment, on parlait d'éducation des enfants, et là je rejoins totalement cette réflexion-là. Mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que de revenir sur des règles basiques de savoir-vivre, notamment? Je pense de manière plus large, en fait, ce qu'on est en train d'exprimer, c'est que toute cette hybridité ou cette flexibilité, elle pose un vrai défi pour la fonction RH. Et la fonction de RH doit être sans cesse en train de se demander est-ce que dans ce monde où les cas sont multiples et variés, je dois chercher à mettre en place des outils qui vont permettre de contrôler l'efficience de l'entreprise et, on va dire, effectivement l'adhérence à la vision, à la culture et aux normes de travail? Ou est-ce que je trouve des solutions qui me donnent confiance, qui me permettent d'avoir confiance en mes salariés? Les deux, mon capitaine. Probablement les deux, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de justement regarder des solutions qui vont permettre en fait, de donner des moyens aux salariés, et monsieur évoquait les moyens, je pense que c'est un réflexe clé, et conférer de la confiance au manager, et que le manager finalement se concentre sur la valeur ajoutée qui est produite par chacun, plus que sur est-ce qu'il est présent là, est-ce qu'il travaille entre telle heure et telle heure, est-ce qu'il répond à ses mails à telle heure. La confiance plus que la défiance, pour le dire simplement. Je voulais rebondir sur ce cadre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le cadre spatio-temporel, c'est celui qui régissait les choses. Il y avait le bureau de telle heure à telle heure. Donc ça a explosé depuis longtemps, mais ça s'est accentué. Le management, il était calé là-dessus, les hiérarchies, etc. Du coup, il faut recréer un cadre. Je partage totalement. Et moi, c'est mon activité principale quand j'interviens dans une entreprise, c'est aider les entreprises à co-construire ce cadre. J'anime notamment, j'utilise des jeux sérieux comme 30 jours pour télétravailler. Comme 30 jours pour télétravailler. Vous apprenez jour après jour, vous mettez en situation réelle, c'est ça? En fait, l'idée, c'est d'amorcer un dialogue entre salariés et managers autour d'un jeu sérieux qui met des situations. Par exemple, dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, chacun n'a pas forcément le même comportement. Et si on ne se parle pas, le cadre, vous pouvez toujours faire une charte qui vient du DG, personne ne l'appliquera. Donc l'idée, c'est comment on amorce un dialogue, non seulement sur la pratique du télétravail, mais aujourd'hui, c'est le travail en général. C'est pour ça que j'aime bien le cadre numérique de travail. Et moi, j'interviens beaucoup. J'étais encore dans une entreprise la semaine dernière sur ce que j'appelle l'infobésité et la régulation informationnelle. La quoi? L'infobésité, c'est un néologisme. C'est des contractions, ça. Canadien, c'est qu'en fait, les temps d'écran, ils ont explosé avec tout ça. Il y a des gens qui commencent à perdre de la concentration, de la mémoire, de la vue, de plein de choses. Et à un moment qui ont des troubles squelettiques, on en parlait. Donc, c'est comment on va réguler l'information pour créer un nouveau cadre plus équilibré. Et ça, si on ne discute pas, on ne va pas y arriver, on ne peut pas l'imposer. Ou alors on coupe les serveurs, ou alors... Mais vous voyez, c'est des solutions qui sont un peu radicales. Donc je pense qu'il y a vraiment un dialogue. Et moi, j'anime ça dans les entreprises et je peux vous dire que ça libère aussi la parole et ça permet aux managers, aux dirigeants de mieux comprendre ce qui se passe sur la confiance, sur le trop d'informations, sur les comportements individuels et collectifs. Je pense que c'est essentiel. En fait, ce qu'on cherche, c'est à ce que le salarié soit plus acteur de l'entreprise, comme si c'était quelque part un peu son entreprise, mais quel est son intérêt à lui? Puisqu'il n'a peut-être pas envie d'être acteur comme ça, il a peut-être envie de se laisser guider. Il y en a qui ont besoin plus que d'autres. Il y en a qui sont plus autonomes, il y en a qui ont besoin d'un manager qui va leur donner leur travail, qui va contrôler leur travail selon des modalités différentes. Je pense que là-dessus, il n'y a que des cas individuels. Mais là où ça change la donne, c'est la notion de distance, de feedback. On en a parlé tout à l'heure. Là aussi, c'est un révélateur. Cette crise et souvent le télétravail est un révélateur de pratiques, alors de bonnes et de mauvaises choses. S'il y avait un mauvais management, ça va se voir encore plus. Donc moi je trouve que c'est une chance en fait. Oui, bien sûr, c'est une occasion. Vous êtes d'accord avec ça? L'enjeu central, il a été indiqué tout à l'heure, c'est le vivre ensemble. À un moment donné, quand on rentre dans une société, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et en fait, alors pour qu'il n'y ait pas de confusion sur ce que j'ai présenté, ce n'est pas un problème RH, c'est un problème de management d'équipe. Management, incarné, QVT. Et ça repasse par le management d'équipe avec les collaborateurs. Et on fixe vivre ensemble, qu'il soit numérique ou pas numérique. Et il faut, dès le recrutement, pouvoir dire, voilà, écoutez ou écoute, tu vas rejoindre notre société, nous, voilà comment on fonctionne. Est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça ne t'intéresse pas?
Et comment il fait le manager qui nous regarde peut-être et qui ne lève pas la main ou qui ne dit pas son nom, mais qui n'a pas du tout envie de cette transition? Je crois qu'il n'a pas le choix aujourd'hui. Je pense que c'est une chance. Moi, je pense qu'on peut changer faire évoluer le rôle du management pour que justement ça soit. J'ai vu qu'aux Pays-Bas, il y avait des coachs télétravail. Ça n'a peut-être pas duré, mais en tout cas, c'était justement aider les salariés à appréhender cette nouvelle réalité, aider à mieux comprendre comment le manager devait maintenant se positionner par rapport à cette mise à distance partielle. Et pour moi, au contraire, ça peut replacer le manager au cœur d'une organisation qui va être hybride, alors qu'à un moment donné, le manager intermédiaire, il avait du mal à trouver sa place. Donc moi, je pense que c'est une chance pour le manager. Par contre, voilà, faut bosser sur le rôle et voilà, il y a encore du boulot. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une période où on passe plus de temps à réfléchir et à faire des feedbacks sur qu'est-ce que c'est que le travail finalement, comment on redéfinit le travail dans notre société moderne, qu'à travailler? Non mais à vous entendre, c'est un peu ça quand même. Ouais, je ne sais pas si on peut jusque-là. Ce qui est certain, c'est que le télétravail accroît ce qui se passe en fait ou ce qui se passait auparavant. C'est-à-dire les salariés qui sont engagés, les collaborateurs qui sont engagés et qui adhèrent à la vision, qui vont effectivement adhérer au projet et créer de la valeur d'eux-mêmes en fait en télétravail, probablement qu'ils sont dans des conditions où ils vont pouvoir le faire encore mieux et plus. Inversement, le salarié qui est désengagé, qui se laisse complètement porter et qui n'adhère pas à la vision, le télétravail, c'est un moyen supplémentaire pour se cacher, quoi, hein. Et oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais on en revient à la problématique de management et c'est clair que du coup, les managers sont face à ce challenge. Alors, c'est positif ou ça ne l'est pas? C'est positif. On peut clore cette conférence sur ça, finalement. C'est positif et favorable à faire grandir les entreprises. C'est potentiellement positif. C'est potentiellement positif. Ouais, je pense que là, c'est positif s'il y a les bonnes dispositions dans l'entreprise pour vivre cette mutation, en fait. Ouais. Hein. Et ça, c'est à chacun de les trouver. C'est de les trouver, puis il y a des solutions qu'ils peuvent mettre en œuvre. On a parlé du cadre numérique, je pense que c'est un bon outil. Hein. Très bien. C'est un peu banal de dire que c'est une question d'équilibre, mais je pense que s'il n'y a pas l'équilibre, ça peut être pire. C'est-à-dire que c'est vraiment un super potentiel pour tout ce qu'on a dit, pour les salariés évidemment, pour la qualité de vie, la performance, il ne faut pas l'oublier, hein, l'efficacité, on peut être très efficace en télétravail, mais ça peut être pire que tout si vraiment on ne l'organise pas, on ne s'en occupe pas, on ne repense pas les choses, parce que ça peut être l'entreprise justement qui va se laisser complètement diluer, éclater. Et il y a une philosophe du travail qui replaçait l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». On est des êtres humains et je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger cette dimension-là. On n'a pas encore digéré ces longs mois où on a été séparés, pas que du travail, hein, le travail est un lieu de socialisation. Donc voilà, il faut faire attention à cet équilibre. Fragile. Vraiment fragile. Ouais. Merci beaucoup. Emmanuel Baudouin, Blaise Heurteux à distance, Jean Pouly et François Fourier d'avoir participé à enrichir cette table ronde. On va se clore cette conférence et se quitter avec une vidéo de notre partenaire Edenred qu'on regarde tout de suite.